monde est là? On y va? Bien. Alors donc, nous voulons faire l'application numérique de la stabilité de talus à court terme. Voilà. Donc, tout le monde voit ici à la diapo 47 le libellé du TD. Soit un talus de pente 1 et 1,5. Voilà. Et de 10 mètres de hauteur, de massif en argile. La densité humide est de... Oui, puisqu'on travaille en contrainte totale, donc il nous faut la densité humide, c'est-à-dire la densité apparente. 18,5 kN par mètre cube. Et la cohésion non drainée est de 40 kPa. Bon, l'angle de frottement non drainé, évidemment, est de 0, hein, puisque c'est phi UU. Déterminer le facteur de sécurité par rapport au glissement pour la configuration de la figure suivante. Le centre du cercle de glissement, c'est O. Toutes les caractéristiques géométriques sont données. Il y a ici la hauteur donc de 10 mètres pour le talus. La différence entre O et la fin du talus est de 6,7 mètres en hauteur et de 5 mètres en largeur. Voici donc la pente du talus 1,5. Voilà. On vous demande donc le facteur de sécurité. Le facteur de sécurité, par définition, c'est le rapport entre les moments moteurs résultants et les moments résistants résultants. C'est ça le facteur de sécurité. Voilà. Alors là, donc, nous décomposons donc la portion de massif qui est entre le talus et le cercle théorique en tranches. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Comme l'étude se fait en contrainte totale, on n'a pas besoin de distinguer les contraintes effectives des pressions interstitielles. Voilà, on calcule en contrainte totale. Donc ici, vous prenez une feuille de papier pour reprendre cet exercice. Vous prenez une feuille de papier, en principe une feuille millimétrée. Vous dessinez votre schéma à l'échelle. Vous choisissez votre échelle. Vous dessinez à l'échelle, proprement. Vous portez toutes les cotes du projet. Voilà. 6,7 mètres, 10 mètres à l'échelle. Tout à l'échelle. Ensuite, donc, vous allez diviser votre massif, parce que c'est ça le massif qui est en instabilité. Le massif qui est lié au talus. Voilà. Donc ça, c'est la portion de massif entre le talus et le cercle théorique de glissement. Donc vous divisez ceci en un certain nombre de tranches. Vous n'êtes pas obligé de reprendre ici 6 ou 7 tranches comme on l'a fait dans l'exercice. Vous pouvez faire un maillage plus fin. Voilà. En tout état de cause, les figures seront soit des trapèzes, soit des triangles. Ce sera soit des trapèzes, soit des triangles. Et donc, si vous avez fait votre dessin à l'échelle, vous pourrez donc déterminer les sections. Voilà. Donc, d'où le tableau ci-dessous. Donc, vous voyez tranche SI, WI, DI. Alors, monsieur Metsop n'a pas coté les DI, mais les DI ici, il suffit que vous vous mettiez donc au milieu de chaque tranche et donc vous mesurez la distance horizontale entre la verticale qui passe par O et la verticale qui passe par votre tranche, par le milieu de votre tranche. Voilà. Et donc cette distance-là va vous donner le bras de levier, DI. Voilà. Avec donc ça, vous allez donc calculer les WIDI et vous faites la somme. Hein, d'accord, voilà. Ok. W, c'est tout simplement là, normalement, c'est le volume fois
le poids volumique. Mais comme ici, on prend une tranche de 1 mètre de digue, alors ça revient à faire donc la surface fois la masse, le poids volumique. Voilà. Donc ainsi, vous allez donc faire les surfaces. Voilà. Donc là, il a calculé cette surface. Donc ça, ce sont des mètres carrés. Hein. Il n'a pas mis l'unité. Hein, les S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, ce sont en principe des mètres carrés. À multiplier par 1 mètre pour avoir des mètres cubes. Donc ça, ce sont les volumes. Et maintenant, vous multipliez par le poids volumique pour avoir donc des poids. Voilà. Avec cela, vous avez donc les bras de levier et ça vous permet de calculer le rapport M sur I. Alors ici, pour le moment résistant, bon, on a déjà vu la formule plus haut. Le moment résistant, là, c'est plus simple parce que ça, c'est le moment moteur. Le moment résistant, ben, c'est tout simplement, donc on a ici donc à la page, je crois, ici, voilà, à la page, à la vidéo 46, voilà, d'accord, à la diapo 46, le moment résistant, c'est tout simplement CU fois R carré fois θ. Attention ici, θ doit être mesuré en radians. Attention ici, θ doit être mesuré en radians. Et θ, c'est l'ouverture angulaire. Hein, c'est l'ouverture angulaire, voilà, entre les deux points qui constituent en fait le cercle. D'accord? Donc si on revient ici, pour le TD qui nous concerne, voilà θ ici, alors avec ce modèle, θ c'est cette ouverture angulaire là. Voilà, hein, c'est toute cette ouverture angulaire là, entre ici et là. Et vous convertissez ça en radians. Alors avec toutes ces données géométriques, bon, c'est très facile de calculer θ. C'est vrai que M. Metsobnan, il n'a pas fini ici, là aussi, mais ça, ce n'est pas une difficulté particulière. Vous pouvez trouver le θ, cette ouverture angulaire. Oui, question? 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 Pas de question. Bon, pour trouver l'ouverture angulaire, c'est simple. Hein? Bon, vous pouvez décomposer ceci en deux et vous prenez les tangentes des angles là. Bon, c'est très simple. Il n'y a pas de souci particulier. Il n'y a pas de souci particulier. Bien. Donc ça, c'est la stabilité des talus à court terme. Ça, c'est relativement simple quand on travaille à court terme. Bien, maintenant, on va passer à la stabilité des talus à long terme. Donc, on voit les formules de Fellenius et Bishop. Bon, là, c'est un peu plus ardu. C'est un peu plus ardu, mais le principe de calcul est pratiquement le même, sous réserve que on ne fait plus les calculs à court terme, mais à long terme. Et à long terme, donc, on ne considère plus les contraintes totales, mais on considère les contraintes effectives. Et pour trouver les contraintes effectives à partir des contraintes totales, il faut déduire la pression interstitielle. Voilà, parce qu'on suppose que les pressions interstitielles se sont déjà développées. Donc c'est pour ça qu'on dit ici, à la diapo 48, stabilité à long terme des talus. On suppose que l'ouvrage est en service, c'est-à-dire on a déjà procédé à la mise en eau. On s'intéresse toujours à la stabilité du talus amont. Et à long terme, on va travailler en conditions drainées, c'est-à-dire que les propriétés du sol à prendre en compte sont C' et Φ', qui sont donc la cohésion drainée et l'angle de frottement drainé. L'analyse se fait en contrainte effective. Absolument. Donc là, vous voyez là, ici qu'on a déjà fait la mise en eau. Donc, le talus amont,
est déjà rempli. Et voici le niveau de l'eau en amont. Voilà le niveau de l'eau en amont. Alors, le modèle de la tranche du massif en instabilité est celui-ci. Voilà, donc on divise toujours le massif qui est supposé être en instabilité en tranches. Mais ici, la nouveauté, c'est qu'il y a une surface libre. Il y a une surface libre ici, puisqu'on travaille en contrainte effective. Donc, il faut déterminer la pression interstitielle qui doit être déduite de la contrainte totale pour trouver les contraintes effectives. Absolument. Donc, pour l'étude de la stabilité, on utilise toujours les méthodes de tranche. Et pour cela, donc, il y a deux écoles. Il y a l'école de Bishop et l'école de Fellenius. Voilà. On suppose que la ligne probable de glissement est connue, comme dans l'autre cas, et c'est elle qui représente la plus petite résistance au cisaillement. On isole donc une tranche et on fait le diagramme de corps libre sur une tranche. Voilà. Voici l'analyse sur une tranche. Si on appelle H oméga I la hauteur de l'eau dans la tranche et HI la hauteur totale, WI le poids, NI c'est la réaction normale, TI c'est la réaction tangentielle et alpha I c'est l'angle au centre de la tranche. Absolument. La différence fondamentale avec l'analyse à court terme, c'est que ici on travaille avec le poids déjaugé. Absolument, puisqu'on doit travailler avec les contraintes effectives. On travaille avec le poids déjaugé pour tenir compte de la présence de l'eau et donc des pressions interstitielles. Et pour le matériau, on va travailler donc en contrainte effective. Et on sait que taux prime, alors tout ce qui a comme prime, c'est pour dire qu'on est en contrainte effective. Voilà. Voilà. La pression interstitielle, c'est gamma fois la hauteur de l'eau. La force normale, c'est W fois cosinus alpha I, puisqu'il faut projeter tout simplement le poids. Voilà. Et la force tangentielle, c'est ça. Voilà. Ici, alors ici, LI, c'est la largeur de la tranche. Tout simplement. Et donc, la contrainte, c'est évidemment la force sur la surface. La contrainte effective, c'est la force normale. Ça, c'est la contrainte normale effective. C'est la force normale moins la pression sur la surface. Ici, normalement, quand on dit LI, c'est sous-entendu LI fois 1, qui est la profondeur d'une tranche. Absolument. Voilà. Alors, sur cette base-là, on calcule donc F. Bon, là, on a directement donné les formules. D'accord, on a directement donné les formules. Donc, ici, I est en rapport avec chaque tranche. Voilà. Si on est avec Fellenius, donc on a une formule qui est dite explicite, alors que quand on est avec Bishop, on a plutôt une formule implicite. Regardez ici, pour la formule de Bishop, vous avez F dans le membre de gauche et également F dans le membre de droite. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une formule implicite. Donc ce qu'on fait ici, on postule une valeur de F à droite. Avec cette valeur, on calcule F à gauche et on voit si F à droite est égal à la F à gauche postulée. Si ce n'est pas le cas, on reprend, d'accord? C'est un processus itératif. On reprend les itérations jusqu'à ce qu'il y ait cette convergence. Absolument. Alors ici, C'I et Φ' sont... Oui? Question? Question? J'ai entendu une question. Question? Pas de question. Oui? Posez les questions s'il y en a, non? On dirait que vous... Oui. La formule de Bishop, c'est une formule implicite. Il faut bien comprendre cela. C'est une formule implicite, c'est-à-dire que
le coefficient de sécurité que vous êtes en train de trouver, il se trouve dans l'équation à gauche et à droite. Voilà, elle se trouve bien à gauche et à droite. Donc ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle une formule implicite. F qui est à droite là, vous postulez une valeur. C'est-à-dire, par exemple, vous dites F qui est à droite là, je ne sais pas moi, c'est 1,1 ou 1,2. Bien. Avec ça, vous avez donc tous les autres paramètres de la formule. Avec ça, vous calculez F à gauche. Si F à gauche coïncide avec F à droite, alors ça veut dire qu'il y a convergence. C'est bon. Si ce n'est pas le cas, vous changez. Alors la valeur que vous avez trouvée à gauche, vous remettez ça à droite et vous reprenez le processus. C'est un processus itératif. Ça, c'est ce qu'on appelle une formule implicite. Alors qu'avec Fellenius, c'est plus simple. La formule est explicite. Voilà, donc vous voyez que ici. Oui? Je vous écoute. Ça, ce sont les écoles, monsieur. Ça, ce sont les écoles. Si maintenant, ça veut dire que lors de mon évaluation, je peux vous imposer une méthode. Je peux vous imposer une méthode. Hein? Je peux vous imposer soit Fellenius, soit Bishop. Bon, maintenant, au niveau de la validité des formules, évidemment, Bishop est plus, comment dirais-je, est plus proche de la réalité par rapport aux hypothèses, de son calcul que Fellenius. Alors ça, c'est certain. Bishop est plus proche de la réalité que Fellenius, à partir des hypothèses de calcul. Voilà. Hein? Parce que dans l'hypothèse de Fellenius, il considère que entre les tranches, il n'y a pas de réaction. Globalement, c'est ça. Alors que Fellenius considère une réaction entre les tranches. Donc voilà la différence entre les deux. Mais sinon, la formule de Bishop est plus élaborée. Hein, sa simulation est plus proche de la réalité que celle de Fellenius. Fellenius est plus simplificateur. Fellenius est plus simplificateur par rapport à Bishop. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que je réponds à votre question? D'accord. Bien, donc il faut préciser donc que C'I et ΦI sont les caractéristiques de résistance au cisaillement de la tranche de longueur CI. Voilà, et ce sont des caractéristiques donc à long terme. Il faut bien le... Oui? Oui? Question? Question? Non, pas de question. Non, aucune question. Ok. Bien, donc je précisais donc que C'I et ΦI sont les caractéristiques de résistance au cisaillement à long terme. C'est-à-dire, ce sont les cohésions drainées et l'angle de frottement drainé, évidemment. Bon, ça, ce sont des données, hein. Pour votre problème, ce sont des données. Voilà. Pour votre problème, ce sont des données. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire votre discrétisation. C'est-à-dire, diviser le massif en tranches et calculer pour chaque tranche ces différentes quantités. Voilà. Alors, pour la formule de Bishop, c'est ce que j'étais en train de commenter depuis. On constate que c'est une formule implicite. Donc, on a F qu'on cherche à gauche de la formule et le même F se retrouve à droite. On traite cette équation implicite par dichotomie. Voilà, c'est ce qu'on appelle la dichotomie. On postule une valeur de F à droite et avec cette valeur de F à droite, on calcule F à gauche. On remplace ensuite F à droite par la valeur de F à gauche calculée et ainsi de suite jusqu'à la convergence. Absolument.
Bien, alors à ce moment-là, j'ai donné également un TD qui concerne, qu'on peut traiter soit avec Fellenius, soit avec Bischoff, peu importe. Voilà. Alors donc ici, là vraiment on a déjà donné tous les paramètres du problème, c'est-à-dire qu'on a déjà divisé le massif en tranches. Pour chaque tranche, on a l'angle alpha, c'est-à-dire l'angle au centre de la tranchée, de la tranche, oui, la hauteur totale de la tranche, voilà, la hauteur de l'eau dans la tranche, hein, là ça c'est HWI, la troisième colonne là, c'est HWI, voilà. Ensuite donc, on va calculer UI. UI c'est tout simplement HWI multiplié par la densité de l'eau qui est 10 kN par mètre cube. Vous remplissez ici, vous remplissez le cosinus alpha I, vous remplissez le sinus alpha I, vous remplissez les WI, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors vous reportez tout ça là dans la formule, soit de Fellenius, soit de Bischoff. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Bien, maintenant, nous allons revenir. Là nous avons fini avec donc les hypothèses, on pourrait dire ça comme ça, les hypothèses de calcul de digues, en particulier dans le réseau d'écoulement et les informations qu'on peut tirer du tracé du réseau d'écoulement. Alors maintenant, on va revenir à une partie presque technologique, on va dire ça comme ça, à une partie presque technologique pour regarder les conditions de stabilité. Alors pour cela, donc, nous allons diviser dans le cas des digantaires en deux. Le cas où les digantaires sont fondés sur des substratums imperméables et le cas où les digantaires sont fondés sur des substratums... Oui? Oui. Ah. Mais j'entends des gens réagir là, après maintenant ils ne disent plus rien, vraiment. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Bien. Alors là, tout le monde voit que ici, la différence fondamentale, c'est quoi? Pour le cas d'une digue fondée sur un substratum imperméable, le réseau d'écoulement est tout simplement limité au corps de la digue. Alors que si le substratum est imperméable, le réseau d'écoulement concerne également la couche de fondation, hein, parce que l'eau peut passer d'ici vers là-bas. L'eau peut faire le tour comme ça là, sous le barrage. Donc là, on a donc affaire à des sous-pressions. C'est pour ça qu'on précise ici donc possibilité de soulèvement du barrage à cause de la présence des sous-pressions interstitielles. Donc voilà la différence fondamentale. Bien. Alors, la solution technologique dans ce cas, c'est d'utiliser des écrans verticaux, généralement des rideaux de pale planche. On allonge ainsi la trajectoire des particules fluides sur les lignes de courant, ce qui permet de diminuer les sous-pressions interstitielles. Alors voici la solution technologique. Voilà. Regardez là. Voilà la digue, voilà le corps de la digue. Voici la charge en amont, voilà la charge en aval. Donc, vous voyez que si on fiche des rideaux de pale planche ici, alors puisque le rideau est lui-même étanche, alors la particule d'eau sera obligée de faire le tour là. Et en faisant le tour comme ça, il va perdre de l'énergie et donc il va créer donc moins de sous-pression sur la base du barrage. Voilà. Donc ici, il y a le rideau de pale planche amont, le rideau de pale planche aval. Et cette zone-ci est donc sécurisée. Absolument. Voilà. Alors, pour lutter contre les sous-pressions internes dans le corps du barrage, la solution technologique la plus retenue, c'est le barrage zoné, comme on l'a dit en introduction, qui sont pratiquement systématiques pour les barrages de hauteur de plus de 50 mètres.
Le zonage consiste à disposer différents matériaux de sorte à optimiser leurs propriétés de résistance mécanique et de perméabilité ou de drainabilité. Ce qui peut apparaître les notions suivantes. Le noyau. Voilà. Donc, dans un barrage zoné, on aura la zone du noyau qui assure le rôle d'étanchéité. Il y a la zone de recharge qui va assurer la résistance mécanique. Il y a les drains qui vont assurer la perméabilité. Il y a les filtres qui vont servir de liant ou bien de tampon. Voilà, c'est ça le terme. Les filtres sont les tampons entre les zones de grosse granulométrie et les zones de granulométrie très très fines. Voilà. Hein, d'accord, c'est ça vraiment, c'est ça le tampon. Donc c'est l'arrêt des fines pour qu'elles ne souillent pas, les drains. Donc les filtres sont les tampons entre les zones à grosse granulométrie et les zones à très fine granulométrie. Absolument. Et ensuite les enrochements. C'est la protection des parements, surtout sur le parement amont. Hein? D'où la coupe type d'un barrage zoné. Donc voici une coupe type de barrage zoné. Voilà. Il y a les enrochements ici, sur le parement amont, hein, parce qu'il y a les vagues. Hein, il y a les vagues qui peuvent arriver ici. Et donc, si les vagues frappent sur l'amont, ils peuvent détériorer dans le talus amont. Donc, d'où la présence donc, de ces enrochements. Ensuite, il y a la recharge amont pour la résistance. Ensuite, le noyau pour l'étanchéité. Voilà. La recharge aval. Voilà. Éventuellement, le filtre. Donc, entre le noyau et la recharge ou les drains. Voilà. Donc, voilà toute la typologie des zones, la typologie des zonages d'un barrage zoné, d'une digue zonée. Les enrochements, les recharges, les noyaux, les drains, les filtres. Évidemment, on peut superposer plusieurs noyaux, plusieurs filtres, plusieurs drains, plusieurs recharges. Évidemment. Donc, mais ça, c'est une coupe type. Là, vous voyez ici en interrompu la surface libre d'écoulement. Puisque, justement, ici, l'eau qui est dans le bassin de retenue peut percoler entre le talus amont et le talus aval sur le principe de réseau d'écoulement que nous avons déjà étudié plus loin. Voilà. Maintenant, rôle et propriété des différents constituants. Alors ça, c'est vraiment ce qui est important. Donc maintenant, on va prendre les différents constituants un à un et on va étudier les rôles de chacun. Et notamment pour les filtres, on va même les dimensionner. Voilà, on va dimensionner. On va voir là dans la suite comment on dimensionne les filtres. Le noyau doit être constitué d'éléments très fins pour constituer une étanchéité, évidemment. Donc en général, ce sera soit des argiles, soit des tourbes. Voilà, ce sera soit des argiles, soit des tourbes. En général, donc, ce sont des argiles plastiques dont l'indice de plasticité est supérieur à 60%. Ces argiles doivent avoir une bonne résistance au cisaillement, une faible perméabilité, évidemment, puisqu'elles jouent le rôle d'étanchéité, et dont le coefficient de perméabilité doit être autour de 10-9 mètres par seconde, mise en place par compactage, avec un optimum proctor de 10%. Voilà. Donc voilà les propriétés qu'exige le noyau. Pour la recharge représente la plus grande partie du matériel d'apport. Son lieu d'emprunt doit être proche du lieu de chantier, on l'a déjà dit plusieurs fois, pour optimiser le coût du transport. Son rôle est d'assurer la résistance mécanique. Les propriétés sont très proches de celles du noyau et en général, on utilisera des argiles compactes ou bien des alluvions avec un fort angle de frottement effectif. Voilà. Les filtres, ce sont des couches essentielles pour les barrages zonés et ils jouent un double rôle. Alors, premier rôle, c'est barrer les fines qui peuvent souiller les drains. C'est la condition de non-entraînement des fines. Absolument.
puisque on interpose les filtres entre les drains qui ont une très très grande perméabilité et le noyau qui a une très très faible perméabilité. Absolument. Voilà, donc double rôle. Premièrement, le rôle de non-entraînement des films. Donc il faut que la position des filtres permet de sécuriser les drains pour que les films n'aillent pas les souiller. Et deuxièmement, la condition de perméabilité. Entre un matériau fin, qui est le noyau ou la recharge, et un matériau très grossier, qui est le drain, on doit disposer d'une couche de granulométrie intermédiaire qu'on appelle donc le filtre. Et de façon générale, 2 couches successives d'un ouvrage hydraulique doivent remplir les conditions de filtre. Voilà. Et donc, voici donc les conditions de dimensionnement d'un filtre. Voilà. À savoir donc que voilà. Les conditions de filtre sont les règles de granulométrie. Ces règles sont... Et elles sont comment on a dit quoi? Sont quasi quoi? Comment il a dit ça? Sont pragmatiques. Qu'est-ce qu'il a dit là? Ces règles font... Ces règles font en pratique très difficile. Ah oui, ces règles font, ok d'accord, ces règles font qu'en pratique, oui, il est difficile, ok, dans la nature, Oui, c'est ça. voilà, c'est ça. Ces règles font que en pratique, dans la nature, il est difficile de les trouver d'emblée, voilà, donc on est obligé de reconstituer le matériau, c'est ça exactement, absolument, Ces règles de filtre font que dans la nature, il est difficile de les trouver d'emblée. D'emblée, c'est pas comme ça qu'on écrit d'emblée, Monsieur Metsom s'est trompé là. D'emblée, c'est E'. D'emblée. Ce n'est pas ER. Il a d'abord trop d'erreurs dans son texte là. Il est trop faible en français. Il est trop faible en français, Monsieur Metsom. Mais il a quand même bien pris le cours, c'est bon. Donc ces règles font donc en pratique, il est difficile dans la nature de trouver, d'accord, des sols qui répondent d'emblée à tous ces critères, donc on est obligé de les reconstituer, voilà, et donc les filtres seront en général des matériaux composés ou dimensionnés, voilà, et donc voici les règles de dimensionnement des filtres, voilà, soit est-ce un matériau à protéger. D'accord? Donc, S est le matériau à protéger. Donc, c'est par exemple donc, le drain. D'accord? Qui ne doit pas être souillé. Donc, soit est un matériau à protéger, son filtre doit être tel que, voilà, D15 du filtre doit être supérieur à 4 fois c'est quoi? D15 de S, du matériau à protéger. Alors, D15 du filtre doit être inférieur à D5 fois D55 de matériaux à protéger. 85, ok, 85. D, tout le monde connaît D, non? D, là on est sur la courbe granulométrique. Donc D, c'est le diamètre, D15 c'est le diamètre qui correspond à 15% de passant. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Donc vous vous placez sur la courbe granulométrique, vous faites une verticale, une horizontale qui passe par 15. Qui passe par 15, puisque là, ce sont les dés. Voilà. Donc c'est le diamètre qui correspond à 15% de passant. Donc vous faites une horizontale qui passe par 15, et là où vous touchez la courbe, vous descendez en bas, et donc vous trouvez D. Alors ça c'est la première, ça c'est 2 conditions de filtre. Les autres sont D15 du filtre doit être inférieur à 20 fois D15 du matériau à protéger et D50 du filtre doit être inférieur à 25 fois D50 du matériau à protéger. Absolument. Ensuite, donc ça veut donc dire que D15 du filtre doit être compris entre 4 fois D15 du matériau à protéger et 20 fois D15 du matériau à protéger. Absolument. On rappelle donc que DI, c'est le diamètre du tamis à I% de passant.
Voilà. Donc voici ça là qui est un peu modélisé ici. Voilà. Donc ici, voilà donc le fuseau de passage du filtre. Donc voici le matériau S qu'on veut protéger. On prend donc, ici c'est 85%, il a dû se tromper. C'est 85%, ce n'est pas 65%. Il y a 85%, 50% et 15%. Voilà. Donc, vous faites donc l'horizontale à 85%. Vous arrivez sur la courbe granulométrique du matériau à protéger. Vous descendez, ça vous donne donc D85S. Ensuite, ici pour 50, c'est pareil. Pour 15, c'est pareil. Et maintenant, vous portez les autres valeurs de tout à l'heure, c'est-à-dire les 20, 15 DS, les 4, 15 DS, les 25 D50 DS, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, vous voyez donc avec ça, voici donc l'intervalle entre lequel doit se trouver la courbe granulométrique du filtre. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a donc dit ici, ça c'est le fuseau de passage du filtre. À partir des bornes qui ont été définies là-bas pour le dimensionnement du filtre. Est-ce que tout le monde a bien compris le dimensionnement du filtre? Ça c'est important. Ça c'est important. Moi, monsieur. Oui, question. Je ne sais pas bien compris au niveau des camions, au niveau du... Voilà. Au niveau des dés. Voilà, au niveau des dés. Voilà. Alors, donc là, on fait donc recours à vos connaissances de mécanique des sols, notamment le tracé des courbes granulométriques. Quand on dit par exemple D15, D15 ça veut dire le diamètre qui correspond à 15% de passant. Alors voici la courbe S, c'est-à-dire ça c'est la courbe granulométrique du matériau que vous voulez protéger par votre filtre. Il y a quelqu'un qui parle. Il y a quelqu'un qui bavarde alors qu'on répond à la question là. Ça, ce sont les... Il faut fermer votre micro là. Voilà, on est en train de répondre et elle fait autre chose. Ok, je dis donc ceci. Quand vous avez donc la courbe, vous avez la courbe granulométrique. Vous avez la courbe granulométrique du matériau à protéger. Ça, c'est la courbe S. Bien. Alors, quand on dit par exemple D85S, ici c'est 85, hein, il faut changer s'il vous plaît. Ça c'est D85, ce n'est pas D65. Donc il s'est trompé là, monsieur Metsom, non? C'est 85 ici. Quand on dit par exemple D85S, ça veut dire le diamètre correspondant à 85% de passant pour le matériau à protéger. Donc, vous faites une horizontale qui passe par 85%. Quand vous arrivez sur la courbe, vous rabattez. Vous rabattez comme ça là verticalement. Voilà. Et là où vous êtes ici, vous lisez. Hein? Faites attention ici, vous savez que quand on trace les courbes granulométriques ici, c'est une courbe série logarithmique. Donc, ça veut donc dire que ici en abscisse, ce n'est pas une échelle arithmétique simple, c'est une échelle logarithmique. Donc après maintenant pour interpoler, il faut faire attention. D50S, vous faites 50 et vous baissez. D15S, vous baissez. Maintenant à partir de ces équations, de ces inégalités là, donc vous allez mettre 4 fois D15S et 20 fois D15S. C'est ça que j'ai tracé ici. Par exemple, voici D15S, voici 4 fois et 20. Donc ça veut dire que ici vous serez entre là et là. Voilà. Alors ici, on dit que vous devez être à D50F doit être inférieur à 25 fois D50S. Donc ici vous vous placez ici. Donc vous regardez ici. Et donc vous devez prendre donc 25 fois D50. Vous vous placez là. Donc ça veut donc dire que le filtre, la courbe granulométrique du filtre ne doit pas atteindre ce point. Ainsi de suite. Voilà. Est-ce que c'est un peu mieux compris maintenant là? Oui, monsieur, c'est fort bien compris. Ok, d'accord. Bien, maintenant les drains. Alors, les drains sont constitués de matériaux grossiers, donc c'est-à-dire de sable et de gravier, évidemment.
puisque c'est eux qui permettent d'éliminer les pressions interstitielles, de faire baisser les pressions interstitielles. Voilà, de faire baisser les pressions interstitielles. Tandis que les enrochements, ce sont des gros blocs. Ce sont des gros blocs. Alors, ceux qui sont à Banganté, là, on est en train de construire le pont ici, là, sur le Noun, là. Il faut aller là-bas voir comment on a fait les enrochements. C'est très intéressant là-bas. Les enrochements, il faut aller voir comment on a fait les enrochements sur le pont qu'on est en train de construire là. Sur les piles de pont qu'on est en train de construire là. Pour les gens qui sont à Banganté, c'est intéressant. L'ingénieur doit être curieux. Voilà. Alors, donc, ce sont des gros blocs, 30 cm de diamètre à balle et 1 mètre de diamètre à mont, dépendant de la hauteur de l'ouvrage et de la pente du talus. On peut disposer éventuellement un filtre de transition en amont entre les enrochements et la recharge, car il s'agit de matériaux à granulométrie très discontinue. Voilà. Maintenant, récapitulation donc de dimensionnement d'une digue. Voilà, parce que vous voyez que ça a été un très long chapitre. Donc, il fallait quand même qu'on fasse un petit point de récapitulation. Pour les modes de rupture, notamment les parois. Oui. Depuis, à vous entendre parler de digue et de barrage là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas une distance entre les deux? Non, une digue est un barrage, ça c'est clair. Une digue est un barrage, mais jamais on utilise donc le terme de digue en terre pour les barrages en matériaux meubles, c'est tout. Une digue c'est un barrage, puisque le barrage, par définition, c'est pour barrer. C'est pour barrer l'eau. C'est pour barrer l'eau. Donc, une digue c'est bien un barrage. À la seule différence que c'est un barrage en terre meuble. Donc sa conception et son dimensionnement sont différents de barrages en matériaux cohérents, comme par exemple les barrages en béton. En matériaux imperméables, si vous voulez. Est-ce que je réponds à votre question? Voilà, donc une digue, c'est bien un barrage. Une digue, c'est un barrage. On dit que c'est un barrage en remblai ou une digue en terre. Voilà. Mais c'est à distinguer des barrages en béton. Bien, je disais donc que pour les modes de rupture, notamment les parois externes, on utilise la ligne de glissement. Absolument, comme on a déjà vu, parce qu'on a étudié là le parement amont de la digue. Voilà. Et donc, la théorie est basée sur le cercle de glissement. Donc, on voit le cercle de glissement comment on appelle cela, comme le plus... le terme exact, c'est quoi déjà? En passant du monstre. Le plus défavorable, absolument, c'est ça le terme. On cherche le cercle de glissement le plus défavorable. Voilà. Donc, c'est ça que nous avons fait dans tout ce cours-là. Voilà. Donc, ça, c'est pour les modes de rupture des talus. Voilà. Donc, c'est le cercle de rupture le plus probable, c'est-à-dire la condition la plus défavorable, c'est-à-dire le coefficient de sécurité le plus faible. Absolument. La vérification de la stabilité doit se faire à toutes les phases, c'est-à-dire en construction et en service. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait la stabilité de talus à court terme, c'est ce qu'on appelle en construction, et la stabilité de talus à long terme, c'est-à-dire en service, quand il y a déjà eu la mise en eau. Voilà. En construction, on travaille à court terme, c'est-à-dire que l'ouvrage est hors eau, les pressions interstitielles ne sont pas encore complètement dissipées, surtout dans les couches à matériaux fins, et l'analyse se fait alors en contrainte totale. En service normal, on tient compte de l'action des poussées de l'eau, de la pesanteur, du réseau d'écoulement dans le corps du barrage et la fondation. On peut donc déterminer les pressions interstitielles en chaque point et l'analyse se fait en contrainte effective.
Absolument. En cas de vidange rapide, il y a rémanence des pressions qui sont parfois préjudiciables pour la stabilité du talus amont. Absolument. Et en service, avec instabilité ou choc brusque, comme le séisme, il faut tenir compte des forces d'inertie, absolument, notamment horizontales, qui s'ajoutent à l'analyse. Et l'analyse ici se fait évidemment en dynamique. Bon, là, c'est déjà un peu plus élaboré, parce que là, on ne peut plus faire l'analyse statique, il faut faire l'analyse en dynamique. Donc là, c'est un peu comme si on pourrait parler de règles parasismiques pour le dimensionnement des digues en terre, quoi, en quelque sorte. Bon, mais là, c'est déjà un peu plus élaboré. Je n'ai pas abordé cet aspect-là ici. Mais il faut bien comprendre que si les vagues sont trop fortes, si la vitesse des vagues est forte, s'il y a des troubles sismiques dans la zone, alors il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Et là, ça peut plutôt faire l'objet peut-être d'un mémoire, des choses comme ça. Donc, je n'ai pas regardé ça ici de façon explicite. Et dans tous les cas, le coefficient de sécurité minimum doit rester supérieur aux limites d'admissibilité, évidemment, qui sont posées par le cahier de charges. En service normal, on doit avoir au moins un coefficient de sécurité de 1,5. En fin de construction ou en cas de vidange rapide, au moins 1,3. Et en cas exceptionnel, dans tous les cas, on doit avoir au moins 1, évidemment, au moins 1. Si le coefficient de sécurité n'est pas 1, même en dynamique, alors là, ça veut dire que l'ouvrage est mal dimensionné. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? C'est bon? Ok. C'est bon, monsieur. Ok. Alors là, maintenant, on va passer au barrage poids. Alors, les barrages poids. Bon, ici, je ne vais pas trop insister sur les barrages même en tant que tel, la technologie et tout ça, parce que je sais que vous avez déjà d'autres cours où vous avez fait ça. Ici, ce sur quoi je veux insister, c'est surtout le calcul des forces hydrostatiques sur les parois des barrages. Et je sais que, en général, c'est ça qui vous embête. Donc là, en réalité, c'est un cours de mécanique. Là, on voit ça en principe dans le cours de mécanique de fluide. Parce que là, c'est l'hydrostatique. Comment est-ce qu'on évalue les forces hydrostatiques sur les parements sur une surface solide? Globalement, c'est ça. Donc, j'ai voulu réserver ce paragraphe pour rappeler cela. Pour rappeler cela. Vous savez que les répétitions est la mère de pédagogie. Donc, c'est pas parce que vous êtes en 4e année que tout le monde maîtrise forcément ces aspects-là. Donc, je suis revenu ici sur ce point, surtout pour les barrages dont les parois ne sont pas planes. Surtout pour les barrages pour lesquels les parois ne sont pas planes. Donc, c'est pour ça que je rappelle donc ici, rappel sur les barrages poids. Alors, je dis donc qu'il y a 2 points. Évaluer l'action de l'eau sur les parois, notamment les parois non planes, et vérifier la stabilité ou le poinçonnement. Voilà. Alors donc, je commence directement par un exemple où là, on a ici un barrage en béton. Donc ici, on est dans le cas des barrages en béton, c'est-à-dire que le matériau est imperméable. Donc là, on est sorti déjà des digues. Voilà. On demande ici. Question? Question? Bon, pas de question. Donc ici, là, je commence directement par un exemple. Ici, vous avez un barrage dont la paroi est circulaire. Donc, AB est un arc de cercle et de centre O et de rayon R. Et donc ici, ce barrage donc retient de l'eau. Et voici le niveau de la surface libre. Et on vous demande donc de trouver la force horizontale, la force verticale, le moment
par rapport au point O. Voilà. Donc j'ai préféré donc faire ce rappel sur la base d'un exemple. Et ce qui me permet de rappeler comment est-ce qu'on calcule les forces hydrostatiques sur une paroi non plane. Une paroi non plane. Voilà. Donc je rappelle ici donc que pour l'hydrostatique, la force hydrostatique sur les parois non planes, pour cela on doit calculer la composante horizontale et la composante verticale. Comment est-ce qu'on calcule la composante horizontale? La composante horizontale se trouve en calculant le profil de pression sur la projection verticale de la paroi. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Regardez ici. Alors, comme on est en hydrostatique, ça veut donc dire que la pression, c'est tout simplement la hauteur de l'eau. Donc, je vais faire donc, on dit qu'il faut trouver donc le profil de pression sur la projection verticale de la paroi. Donc, je prends l'arc de cercle AB. Je prends sa projection verticale, la voici. Voilà la projection verticale. Et maintenant, je prends le profil de pression. Comme la pression est tout simplement hydrostatique, ça veut donc dire que c'est un triangle, tout simplement. D'accord? Ça veut dire que la pression ici, c'est tout simplement le poids volumique multiplié par la hauteur de l'eau. Donc c'est un triangle, c'est tout. Voilà. Et donc, si j'ai donc le profil de pression, la force, c'est tout simplement l'intégrale des pressions. Bon, l'intégrale ici est simple, puisque la figure est un triangle, ben, c'est tout simplement la suite. Il y a beaucoup de gens qui bavardent là. Si c'est des questions que vous posez, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Alors donc ici, pH, c'est tout simplement la somme de ces pressions-ci sur le triangle. Donc ça fait la base fois la hauteur sur 2. La base, c'est quoi? C'est la pression ici en A. La pression en A, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement R, qui est la profondeur, multiplié par le poids volumique de l'eau, tout simplement. Et maintenant, vous avez donc la force ci, la force pH, c'est la base fois la hauteur sur 2, tout simplement. Voilà. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc, pH est égal à gamma W fois R, qui est la pression en A, fois R sur 2, tout simplement. Bon, maintenant pour la contrainte verticale, c'est le poids de l'eau qui est au-dessus de la paroi et elle s'applique au centre de gravité du volume. Alors là, c'est un peu plus élaboré parce que ici, ça veut donc dire que première chose, vous devez calculer donc ce volume d'eau et calculer le centre de gravité de la figure OAB. Parce que la force verticale s'exerce donc au centre de gravité du volume d'eau qui est au-dessus de la paroi. Voilà. Alors donc, là, pour trouver la force verticale, c'est un peu plus élaboré. Bon, mais ce n'est pas compliqué. Donc, première chose, on calcule le volume. Bon, pour le volume, c'est très simple. Le volume, c'est la surface fois la profondeur. Bon, la profondeur, c'est 1 mètre, puisqu'on travaille toujours par tranche d'1 mètre de barrage. Et donc, le volume, c'est la surface, c'est le quart, puisqu'il s'agit d'un arc de cercle. C'est le quart d'un cercle, donc ça fait pi r carré sur 4, multiplié par le poids. C'est tout simple. Bon, maintenant, le centre de gravité. Le centre de gravité est donné par la formule du moment statique, c'est-à-dire que x est égal au moment statique par rapport à l'axe vertical sur S. C'est tout. Voilà. Donc maintenant, vous calculez le mouvement statique. Bon, ça, c'est pas compliqué. Hein. Bon, on suppose que chacun sait quand même calculer le mouvement statique d'un arc de cercle. Voilà. Alors, tout calcul fait, on trouve donc que le centre de gravité passe par 4R sur 3pi. Voilà. Donc, c'est ça qu'on modélise ici. Donc, voilà la force verticale. On a sa valeur et on a son point d'application.
Voilà la force horizontale, on a sa valeur et on ne sait pas où ça passe. Maintenant, alors, on compose les deux, d'accord? Donc, la force finale, c'est la composition de la force horizontale et de la force verticale. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde a compris ce calcul? Ce sont des choses classiques que normalement, tout le monde a vu en mécanique des fluides. Pour ceux qui ont fait de la mécanique des fluides, oui. Monsieur, lorsqu'on va s'asseoir encore bien le lit, on va mieux comprendre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Est-ce que le cours est fini? Le cours n'est pas fini. Donc, on a même encore 2 ou 3 séances. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous notez toutes les questions. Là où vous n'avez pas compris, peut-être les détails de calcul qui vous échappent, vous notez tout ça là et les prochaines fois, vous posez les questions. Il n'y a pas de souci. Oui, monsieur. Ok. Bien. Alors maintenant, on calcule le moment. Bon. Le moment. Oui, question? Oui. Est-ce qu'on peut avoir une position de la résistance sur l'arbre? À quelle hauteur, à quelle position la résistance est appliquée sur l'arbre? Alors, bonne question. Rentrons là-bas, bonne question. Alors, regardez, la composante, il y a beaucoup de bruit là. Fermez vos micros, non, on ne s'entend pas là. Bon, voilà, c'est mieux. Ok, donc pour la question de votre camarade, il se pose la question où passe la force, le point d'application. Regardez. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Alors, regardez la composante horizontale. Regardez le profil de pression. Regardez le profil de pression. Le profil de pression, c'est un profil qui est triangulaire. Et on sait que le centre de gravité d'un triangle, c'est au tiers de la hauteur. Ici, voilà, ici la hauteur. Il pose la question maintenant, il ouvre encore son micro, il n'entend rien. Alors, je disais donc que... Bien, ton micro verticule, il faut plus l'ouvrir. Ou bien vous rédigez la question. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, j'ai compris la question. Je suis en train d'y répondre. Il n'y a pas de souci. J'ai compris la question. Alors, votre camarade demande comment sont positionnés donc les points d'application des forces. Prenons la composante horizontale. Elle résulte d'un diagramme de pression triangulaire. Donc, sa résultante est appliquée au centre de gravité. Or, le centre de gravité d'un triangle, c'est le tiers de la hauteur, tout simplement. Comme la hauteur du triangle, c'est R, donc c'est appliqué à R sur 3, à partir de la base A. Bien. Pour la composante verticale, on a déjà trouvé que son centre de gravité, c'est donc 4R sur 3pi. Donc, je prends ici, la composante horizontale passe par R sur 3 à partir de A. La composante verticale passe par 4R sur 3pi à partir de O. Je trace ces deux droites, ça me donne donc un point. Et à partir de ce point-là, je trace donc P. Parce que je sais que P est la composante des deux. C'est tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, comme il y avait beaucoup de bruit dans votre micro. C'est bon, monsieur, vous avez répondu. D'accord. Ok. Donc maintenant, alors pour le moment, bon, tout le monde sait calculer quand même un moment de force, hein, donc ça, il n'y a pas de problème. On demande de calculer le moment par rapport à O. Donc, vous prenez un sens positif de moment,
Et ensuite, maintenant, vous trouvez donc le bras de levier de la force verticale, le bras de levier de la force horizontale, et vous faites la somme. Il n'y a pas de souci. Et vous voyez ici, en fait, que la somme de ces moments-là vaut 0. Ça veut donc dire que P passe par O. Voilà. Donc, ça veut donc dire que si vous rentrez ici, d'accord, le point, la force P, sa droite d'action passe par O, puisque le moment par rapport à O est nul. C'est ça que ça veut dire. Voilà, bon, ça, ce sont des résultats classiques de mécanique des fluides. Alors, j'ai pris ici dans une autre application qui est donc un peu plus élaborée. Donc là, c'est un barrage en béton aussi, mais donc les parois sont plutôt planes. Bon, donc là, c'est un peu plus facile. Bon, même si globalement, le problème est un peu plus élaboré. Bon, voilà. Alors, donc, comme il est déjà 17 h, je propose donc qu'on finisse ce cours-ci. On peut dire lundi, non? Parce qu'à ce moment-là, je crois que ça va être le dernier cours. Il reste combien de diapos? Lundi, c'est mieux, pauvre. Lundi, c'est mieux. Lundi, c'est mieux, monsieur. On n'a pas allumé à Ok, d'accord. On dit donc lundi. Il reste combien de diapos? On est à la diapo combien là? On est à la diapo 57. Il reste combien de diapos? Ah, il reste qu'une seule diapo même. Ok. D'accord, ok. Donc, on en finit maintenant? Bon, de toutes les façons, même si on finit maintenant, il faut quand même une autre séance pour que je réponde à vos questions. Donc, je propose qu'on garde ceci. La prochaine fois, on finit ça. Et maintenant, vous faites l'inventaire de toutes vos questions lundi. Et on y répond. On est d'accord? On est d'accord? Voilà, on dit lundi. Tous les calculs que vous n'avez pas compris là, tous les calculs que vous n'avez pas compris, vous notez les questions. On revient dessus lundi. Et je finis ce cas-ci. Ce cas-ci, apparemment même, il n'a même pas fini. Donc je vais finir ceci en complétant au tableau. Parce que M. Metsop, j'ai l'impression qu'il a chanté ça. Je vais finir ce calcul-ci au tableau. Surtout le poinçonnement. Parce que j'ai l'expérience dans tout ça là. Beaucoup d'entre vous ne savent pas calculer le poinçonnement. Donc je vais surtout insister sur le poinçonnement. Donc avec les détails de calcul. M. Metsop n'a pas proposé ces détails de calcul là. Merci docteur. Ok? Voilà. Il n'a pas proposé ces détails de calcul. Bon, je vais donc insister dessus et chacun prépare alors toutes ces questions pour qu'on puisse y répondre. C'est bon? D'accord, c'est bon. Ok, allez, on dit donc lundi 15h30. Merci. Ok.